quelque chose d'étrange se produit lorsque nous cessons de répondre. Pas par orgueil, pas par stratégie, pas pour faire mal à notre tour. Simplement parce qu'un jour, quelque chose en nous se tait. Et ce silence qui nous semblait si fragile, si insuffisant, si peu glorieux, finit par produire un effet que nous n'avions pas prévu. Bonjour et merci d'être là, avec moi en ce moment. Installez-vous confortablement là où vous êtes. Vous n'avez rien à faire pendant les minutes qui viennent, sinon écouter, respirer et peut-être vous laisser accompagner. Nous allons parler ensemble d'une chose dont on parle peu parce qu'elle ne se voit pas, parce qu'elle ne fait pas de bruit justement. Nous allons parler de ce que votre silence provoque chez ceux qui vous ont blessé. C'est un sujet délicat, je le sais. Il touche à des endroits sensibles. Peut-être qu'en lisant ce thème, vous avez pensé immédiatement à une personne précise. Un visage est apparu, une voix, une scène peut-être ancienne, peut-être récente. Et c'est normal. Nous portons tous en nous des blessures qui n'ont pas reçu d'explication, des conversations qui se sont arrêtées net, des gens qui sont partis sans dire pourquoi, ou qui sont restés tout en nous faisant du mal. Et face à cela, beaucoup d'entre nous ont fini par choisir le silence. Non pas parce que c'était facile, mais parce qu'il ne restait plus rien d'autre à offrir. Je voudrais, dès le début, dissiper un malentendu. Quand je parle de silence, je ne parle pas de la vengeance déguisée. Je ne parle pas de cette punition froide que l'on inflige à l'autre en lui retirant nos mots pour le faire. Souffrir. Ce silence-là existe, oui, et il est lourd, et il abîme celui qui le pratique autant que celui qui le subit. Mais ce n'est pas de celui-là que nous allons parler aujourd'hui. Je veux vous parler d'un autre silence. Un silence qui naît de la paix, ou du moins du chemin vers la paix. Un silence qui dit « Je n'ai plus besoin de me défendre devant toi ». Un silence qui dit « Je me retire ». Non pour te blesser, mais pour me protéger et pour me retrouver. Pourquoi ce sujet est-il important? Parce que nous vivons dans un monde qui valorise énormément la réaction. On nous dit qu'il faut répondre, qu'il faut se défendre, qu'il faut avoir le dernier mot, qu'il faut montrer qu'on ne se laisse pas faire. Et il y a une part de vérité là-dedans, bien sûr. Savoir poser ses limites avec des mots est une compétence précieuse. Mais on oublie souvent qu'il existe une autre forme de force, plus discrète, plus intérieure. La force de celui qui choisit de ne plus entrer dans le jeu. La force de celui qui comprend que toutes les blessures ne se réparent pas dans la confrontation et que certaines portes, une fois fermées doucement, n'ont plus besoin d'être rouvertes pour qu'on s'explique encore et encore. Prenez un instant, juste un instant, pour repérer en vous l'endroit où ce sujet résonne. Peut-être que vous êtes encore dans la douleur vive. Peut-être que la blessure est ancienne, mais qu'elle se réveille parfois, comme une vieille articulation par temps humide. Peut-être, au contraire, que vous avez déjà fait une partie du chemin et que vous écoutez aujourd'hui pour mettre des mots sur ce que vous avez traversé. Où que vous en soyez, vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre ces choses. Il y a seulement votre façon et elle mérite d'être accueillie avec douceur. Je vous propose de commencer par une question toute simple que je vous invite à laisser résonner sans y répondre tout de suite. Qu'avez-vous fait de votre douleur ces dernières années? L'avez-vous crié? L'avez-vous retenu? L'avez-vous transformé en ressentiment, en tristesse, en fatigue? Ou bien avez-vous trouvé, à un moment, ce passage étroit qui mène de la souffrance subie à une forme de calme reconquis? Gardez cette question avec vous. Nous y reviendrons. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous nous mettions d'accord sur une chose. Quand on a été blessé, la première réaction, la plus humaine, la plus compréhensible, c'est de vouloir être compris par celui qui nous a fait mal. On rêve de cette scène où l'autre comprend enfin, où il dit « Tu as raison, je t'ai blessé, je suis désolé ». On attend ces mots parfois pendant des années.
On les répète dans notre tête, on imagine le dialogue, on prépare nos arguments. Et pendant tout ce temps, sans même nous en rendre compte, nous restons attachés à cette personne par un fil invisible, le fil de l'attente. Tant que nous attendons quelque chose de quelqu'un, nous ne sommes pas tout à fait libres. C'est ici que le silence commence à faire son travail. Pas comme une arme, mais comme un détachement. Le jour où l'on cesse d'attendre que l'autre reconnaisse sa faute, quelque chose se libère en nous. Et, paradoxalement, c'est souvent ce jour-là que l'autre commence à ressentir un changement. Tant que vous protestiez, tant que vous expliquiez, tant que vous vous battiez pour être entendu, l'autre pouvait continuer à vous voir comme un adversaire ou comme quelqu'un qu'on pouvait apaiser avec quelques mots et puis recommencer. Mais quand vous vous taisez vraiment, quand votre silence n'est plus une bouderie qui réclame de l'attention mais un véritable retrait intérieur, alors l'équilibre se déplace. Et l'autre le sent, même s'il ne saurait le nommer. Je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire simple, comme il en arrive dans tant de vies. Imaginez une femme, appelons-la Hélène, même si ce prénom n'a pas d'importance. Hélène a une sœur plus âgée qu'elle, qui depuis l'enfance a pris l'habitude de la rabaisser. Rien de spectaculaire. Pas de cris, pas de violence. Juste de petites phrases, distillées au fil des années. Toi, tu as toujours été la sensible. Tu ne vas quand même pas réussir ça. Tu te plains pour rien. Des phrases qui, prises une par une, semblent presque anodines, mais qui, accumulées sur des décennies, finissent par construire une prison invisible. Hélène a longtemps réagi. Elle se défendait, elle expliquait, elle pleurait parfois, elle se mettait en colère d'autres fois. Et chaque réaction, curieusement, semblait nourrir le système. Sa sœur avait toujours une réponse, toujours une manière de retourner la situation, toujours le moyen de faire d'Hélène celle qui exagérait. Et puis un jour, Hélène s'est arrêtée. Pas de façon théâtrale. Elle n'a pas claqué de porte. Elle n'a pas à envoyer de longues lettres d'adieu. Elle a simplement cessé de se justifier. La fois suivante où sa sœur a lancé l'une de ces petites phrases, Hélène n'a rien répondu. Elle a regardé ailleurs. Elle a changé de sujet, calmement. Et la fois d'après, pareil. Elle ne se coupait pas de sa sœur, elle restait présente au repas de famille, polie, douce même. Mais elle ne donnait plus prise. Elle ne fournissait plus le carburant. Et savez-vous ce qui s'est passé? Au bout de quelques mois, c'est sa sœur qui a commencé à se sentir mal à l'aise. C'est sa sœur qui a commencé à chercher des explications. Tu m'en veux? Tu es bizarre en ce moment. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pour la première fois depuis très longtemps, la question était posée dans l'autre sens. Que s'est-il passé, au juste, dans cette histoire? C'est cela que je voudrais explorer avec vous tout au long de ce moment passé ensemble. Parce qu'il y a là un mécanisme psychologique profond et que le comprendre peut nous aider non pas à manipuler les autres, mais à nous libérer nous-mêmes. Le premier élément, c'est ce qu'on pourrait appeler la fin du rôle. Dans toute relation où quelqu'un en blesse un autre de façon répétée, il existe une sorte de pièce de théâtre, avec des rôles bien distribués. Il y a celui qui blesse et il y a celui qui réagit. Et tant que les deux jouent leur rôle, la pièce continue. Celui qui blesse a besoin, qu'il le sache ou non, de votre réaction. Votre colère, votre tristesse, vos justifications. Tout cela confirme sa position. Tout cela lui dit qu'il a encore du pouvoir sur vous, qu'il compte, qu'il existe dans votre vie de manière intense. Et quand vous cessez de jouer votre rôle, la pièce ne peut plus se jouer. L'autre se retrouve seul sur scène, avec son texte, mais sans partenaire. Et c'est une expérience profondément déstabilisante. Je veux être très clair parce que ce point est essentiel. Le but n'est pas de déstabiliser l'autre. Si vous vous taisez dans le but secret de le faire souffrir, vous n'êtes pas dans le silence dont je vous parle. Vous êtes encore dans la relation, simplement vous avez changé d'arme. La vraie libération, c'est quand le silence ne vise plus rien chez l'autre.
quand il devient un espace que vous créez pour vous et non un message que vous envoyez. La différence est subtile, mais elle change tout. Dans un cas, vous êtes encore prisonnier. Dans l'autre, vous commencez à respirer. Et c'est là toute la beauté de la chose. C'est précisément quand votre silence ne cherche plus à atteindre l'autre qu'il l'atteint le plus profondément. Tant que vous vouliez lui faire comprendre, il pouvait résister. Mais quand vous lâchez prise pour de vrai, quand vous n'avez plus rien à lui prouver, il perçoit quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne contrôle pas. Il perçoit votre liberté. Et la liberté de l'autre est parfois la chose la plus troublante pour celui qui avait l'habitude de dominer. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Y a-t-il une relation dans laquelle vous jouez encore un rôle que vous connaissez par cœur, dont vous êtes fatigué, mais que vous continuez à interpréter parce que vous ne savez pas comment en sortir? Peut-être le rôle de celui qui s'excuse toujours, le rôle de celui qui arrondit les angles, le rôle de celui qui explique encore et encore, en espérant qu'un jour ce sera la bonne fois. Je vous invite à observer ce rôle avec tendresse, sans vous juger. Nous avons tous appris à jouer certains rôles pour survivre. Mais il arrive un moment où le costume devient trop étroit et où il faut, doucement, le poser. Si ce que vous entendez jusqu'ici fait écho à quelque chose en vous, je vous invite à prendre un instant pour vous abonner et à laisser un like si ce contenu vous accompagne. Cela me permet de continuer à partager ces réflexions et cela permet à d'autres personnes qui en ont peut-être besoin ce soir de les trouver à leur tour. Voilà. Et maintenant, reprenons doucement le fil. Je voudrais maintenant aborder un deuxième mécanisme, plus subtil encore, celui du miroir. Quand vous réagissez à quelqu'un qui vous blesse, vous lui offrez, sans le vouloir, une diversion. Tant que vous êtes occupé à vous défendre, l'autre n'a pas besoin de se regarder lui-même. Il peut concentrer toute son attention sur vous, sur vos défauts supposés, sur vos réactions excessives, sur votre caractère difficile. Vous devenez l'écran sur lequel il projette tout ce qu'il ne veut pas voir en lui. Et c'est très confortable pour lui. Tant que vous êtes là, à répondre, il n'a jamais affronté son propre reflet. Mais le silence change cela. Quand vous vous retirez, quand vous cessez de fournir matière à conflit, l'autre se retrouve face à un vide. Et dans ce vide, il n'y a plus de diversion possible. Il ne peut plus pointer du doigt vos réactions, puisqu'il n'y en a plus. Alors, peu à peu, parfois sans même s'en rendre compte, il commence à se retrouver face à lui-même. Le silence agit comme un miroir qu'on lui tend, non pas un miroir accusateur, un miroir simplement honnête, et c'est souvent une expérience que les gens qui blessent les autres évitent de toute leur force, car elle les oblige à voir des choses qu'ils préfèrent ignorer. Je pense à un homme, appelons-le Marc, qui était venu me parler de son père. Un père dur, exigeant, qui n'avait jamais eu un mot tendre. Toute sa vie, Marc avait cherché l'approbation de cet homme. Il lui racontait ses réussites, en espérant un compliment qui ne venait jamais. Il argumentait, il se justifiait, il essayait de prouver sa valeur. Et son père, invariablement, trouvait le défaut, la critique, la remarque qui blesse. Un jour, épuisé, Marc a décidé de ne plus rien attendre. Il a continué à voir son père, mais il a arrêté de lui présenter ses réussites comme des offrandes. Il a arrêté de quémander. Il parlait d'autre chose, de la pluie, du jardin, de choses simples, et il a observé. Et au fil des mois, il a vu son père changer, imperceptiblement. Un jour, ce vieil homme dur a dit, presque malgré lui, en regardant par la fenêtre, « Tu sais, je n'ai pas toujours su comment te parler. Ce n'étaient pas des excuses, ce n'était pas grand-chose, mais c'était énorme. Et cela n'était possible que parce que Marc avait cessé de lui tendre l'écran de ses propres réactions, et lui avait, sans le vouloir, tendu le miroir. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette histoire peut sembler trop belle. Vous pensez peut-être, moi, j'ai essayé de me taire et l'autre n'a jamais rien compris.
il a continué comme si de rien n'était. Et c'est une remarque juste, importante, que je ne veux surtout pas balayer, car il faut le dire clairement, le silence ne garantit pas que l'autre changera. Certaines personnes ne se regarderont jamais dans le miroir, quoi que vous fassiez. Certaines blessures resteront sans réponse, sans reconnaissance, sans réparation, et il serait malhonnête de vous promettre le contraire. Mais voici ce que je veux vous dire, et c'est peut-être le cœur de notre rencontre d'aujourd'hui. Même quand le silence ne change rien chez l'autre, il change tout en vous. C'est là sa vraie puissance. Pas dans son effet sur celui qui vous a blessé, mais dans son effet sur vous-même. Quand vous cessez de vous battre pour être reconnu par quelqu'un qui ne le fera jamais, vous récupérez une énergie immense. Une énergie que vous gaspillez depuis des mois, des années peut-être, dans une attente sans fin, et cette énergie, vous pouvez désormais la consacrer à votre propre vie, à vos propres joies, à votre propre reconstruction. Permettez-moi une métaphore. Imaginez que vous tenez fermement le bout d'une corde et qu'à l'autre bout, quelqu'un tire dans la direction opposée. Tant que vous tenez, il y a tension, il y a lutte, il y a effort. Vous êtes épuisé, vos mains sont brûlées par la corde, mais vous tenez parce que vous avez peur de ce qui se passera si vous lâchez. Le silence, ce n'est pas tirer plus fort. Le silence, c'est lâcher la corde. Et au début, on a peur de tomber. Mais souvent, on découvre qu'on était debout depuis le début et que c'est l'autre, à l'autre bout, qui tombe en arrière parce qu'il n'y a plus de résistance. Lâcher la corde, ce n'est pas perdre. C'est cesser de jouer à un jeu que personne ne peut gagner. Prenons un moment pour respirer ensemble, là, maintenant. Vous n'avez rien à accomplir pendant que vous m'écoutez. Vous pouvez simplement laisser ces idées se déposer en vous, comme des feuilles qui tombent doucement sur l'eau. Certaines vous parleront, d'autres non, et c'est très bien ainsi. Gardez ce qui résonne, laissez passer le reste. Je voudrais maintenant que nous regardions de plus près ce qui se passe chez l'autre, chez celui qui vous a blessé, quand le silence s'installe. Non pas pour nourrir une quelconque satisfaction, mais pour mieux comprendre. Car comprendre, c'est déjà se libérer un peu. La première chose qui se produit, souvent, c'est la confusion. Celui qui blesse a généralement un schéma bien rodé. Il sait comment vous faire réagir. Il connaît vos points sensibles. Il a en quelque sorte une carte de votre vulnérabilité et il l'utilise consciemment ou non. Quand vous vous taisez, cette carte ne fonctionne plus. Les boutons qu'il avait l'habitude d'appuyer ne produisent plus d'effet, et cela crée chez lui un sentiment de désorientation. Il ne comprend pas. Il appuie plus fort parfois, au début. Il intensifie. Il cherche à provoquer la réaction qu'il connaît. Mais devant un silence véritable, ses tentatives tombent dans le vide. La deuxième chose, c'est ce que j'appellerais l'inquiétude. Et ici, il faut être nuancé parce que cette inquiétude n'est pas toujours de la culpabilité. Souvent, c'est plutôt une inquiétude liée à la perte de contrôle. Celui qui avait l'habitude de tenir une certaine place dans votre vie sans que cette place lui échappe. Et même s'il vous traitait mal, il tenait à cette place. Les gens tiennent souvent au pouvoir qu'ils ont sur les autres, même quand ils en abusent. Donc votre silence éveille en lui une peur, celle de vous perdre non pas par amour, mais par habitude, par besoin de contrôle, par peur du vide que votre absence créerait. La troisième chose, plus rare mais plus profonde, c'est l'introspection. Chez certaines personnes, et seulement certaines, votre silence finit par ouvrir une brèche. Privées de la diversion que vos réactions leur offraient, elles se retrouvent un jour, dans un moment de calme, face à une question qu'elles n'avaient jamais osé se poser. Et si c'était moi le problème? C'est un moment rare et précieux. Mais il ne dépend pas de vous. Vous pouvez tendre le miroir, vous ne pouvez pas forcer l'autre à s'y regarder. Et c'est important de l'accepter pour ne pas remettre votre paix entre les mains de quelqu'un d'autre.
Je sens qu'il est temps de partager avec vous quelque chose qui n'est pas de moi, mais qui pourrait accompagner utilement votre réflexion. Au fil de ces années passées à explorer la vie intérieure, j'ai constaté combien la lecture peut être une compagne précieuse dans ces traversées. Si ces thèmes vous touchent, si vous avez envie d'aller plus loin dans la connaissance de vous-même, sachez qu'il existe, dans la description de cette vidéo, un lien ainsi qu'un QR code que vous voyez peut-être apparaître à l'écran. En les suivant, vous découvrirez une sélection de livres autour du développement personnel, de la psychologie, de la connaissance de soi et de la vie intérieure. Je tiens à le préciser avec honnêteté. Ces ouvrages ne sont pas les miens. Ce ne sont pas des livres de Christophe André. Ce sont des lectures choisies pour leur capacité à accompagner une réflexion comme celle que nous menons ensemble aujourd'hui. Prenez-le simplement comme une invitation douce, une porte ouverte que vous franchirez si le cœur vous en dit, à votre rythme, quand vous le souhaiterez. Et maintenant, revenons à notre cheminement. Il y a une question que l'on me pose souvent et qui mérite qu'on s'y arrête. Le silence n'est-il pas une forme de fuite ? Ne serait-il pas plus courageux d'affronter, de dire les choses, de mettre les mots sur ce qui ne va pas ? C'est une excellente question, et la réponse, comme souvent, n'est pas tranchée. Oui, il existe un silence qui est une fuite. Le silence de celui qui n'ose pas, qui se tait par peur, qui ravale ses mots et accumule du ressentiment. Ce silence-là n'est pas une libération, c'est une prison. Et je ne voudrais surtout pas que vous confondiez les deux. Comment les distinguer ? Voici un repère intérieur que je vous propose. Le silence qui libère est accompagné d'un sentiment de calme, ou du moins d'un mouvement vers le calme. Quand vous vous taisez par véritable détachement, vous ressentez, même si c'est ténu, une forme d'apaisement, comme si vous posiez un fardeau. Le silence qui emprisonne, au contraire, est accompagné d'une tension. Vous vous taisez, mais ça boute à l'intérieur. Vous rejouez la scène dans votre tête, vous préparez des répliques, vous ruminez. Ce n'est pas vraiment du silence, c'est une parole retenue de force. Et la parole retenue de force finit toujours par faire du mal, soit à vous, soit aux autres. Alors comment passer de l'un à l'autre ? Comment transformer le silence prison en silence libération ? C'est tout un travail et il ne se fait pas en un jour, mais je peux vous indiquer la direction. Le passage se fait par l'acceptation. Accepter que l'autre est ce qu'il est. Accepter que vous n'obtiendrez peut-être jamais les excuses que vous attendez. Accepter que certaines histoires restent inachevées. Tant que vous refusez cette réalité, votre silence sera tendu parce qu'il sera habité par l'attente. Mais le jour où vous acceptez vraiment, dans vos tripes, que les choses sont ce qu'elles sont, alors votre silence devient paisible. Il devient un lieu de repos et non plus un champ de bataille. Je voudrais vous parler de l'acceptation parce que c'est un mot que l'on comprend souvent mal. Accepter, ce n'est pas approuver. Accepter, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était juste, ni excuser celui qui vous a fait mal. Accepter, c'est simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est, au lieu de s'épuiser à vouloir qu'elle soit autrement. Une personne vous a blessé. C'est un fait. Vous pouvez passer des années à dire « ça n'aurait pas dû arriver ». Et chaque fois que vous le dites, vous rouvrez la blessure. Ou bien vous pouvez un jour dire « c'est arrivé, c'était injuste, et c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie à partir de là ?» Ce déplacement, ce tout petit déplacement intérieur, change radicalement la qualité de votre silence. Pensez à une blessure physique. Si vous vous coupez la main, la plaie a besoin de calme pour cicatriser. Si vous la grattez sans cesse, si vous arrachez la croûte chaque fois qu'elle commence à se former, la plaie ne guérira jamais. Les blessures du cœur, c'est pareil. Chaque fois que vous rejouez la scène, chaque fois que vous reprenez le dialogue intérieur avec celui qui vous a fait mal, vous grattez la plaie. Le silence, le vrai,
c'est laisser la plaie tranquille. C'est lui offrir le calme dont elle a besoin pour se refermer. Et cela demande de la patience, beaucoup de patience, et de la douceur envers soi-même. Si ces réflexions vous accompagnent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre le fil de ces rendez-vous et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être, en ce moment même, une épreuve semblable. Parfois, un mot reçu au bon moment change le cours d'une journée. Continuons. Je voudrais maintenant aborder un aspect dont on parle rarement et qui me semble pourtant essentiel. C'est ce qui se passe en nous au moment précis où nous décidons de nous taire. Car ce moment-là est souvent douloureux. Beaucoup de gens imaginent que choisir le silence, c'est un soulagement immédiat. Ce n'est pas vrai. Au début, le silence fait mal. Il fait mal parce qu'il signifie renoncer. Renoncer à convaincre. Renoncer à être compris. Renoncer à cette scène fantasmée où enfin l'autre reconnaît tout. Et renoncer, c'est une forme de deuil. Oui, il y a un deuil dans le silence. Le deuil de la relation qu'on aurait voulu avoir. Le deuil du parent idéal, de l'ami fidèle, du partenaire respectueux que cette personne n'a jamais été et ne sera jamais. Quand vous vous taisez vraiment, vous faites le deuil de l'espoir que l'autre change. Et ce deuil, comme tous les deuils, passe par des phases. Il y a parfois de la colère, il y a de la tristesse, il y a des moments où l'on est tenté de reprendre la corde, de rouvrir le dialogue, de redonner une chance. C'est humain. Soyez doux avec vous-même dans ces moments-là. Le deuil n'est pas linéaire. On avance, on recule, on avance encore. Mais de l'autre côté de ce deuil, il y a quelque chose de précieux. Il y a la liberté de ne plus dépendre du regard de quelqu'un qui ne sait pas vous voir, la liberté de ne plus mesurer votre valeur à l'aune de ce que pense de vous une personne qui vous a toujours mal jugé. Cette liberté ne s'obtient pas sans traverser la douleur du renoncement, mais elle vaut chaque pas de ce chemin. Laissez-moi vous raconter une autre histoire, celle d'une jeune femme que j'appellerai Clara. Clara avait une amie de longue date, une amitié qui remontait à l'adolescence. Mais avec les années, cette amitié était devenue déséquilibrée. L'amie de Clara la critiquait souvent, sous couvert d'honnêteté. Je te dis ça pour ton bien. Tu sais, en tant qu'amie, je dois te dire la vérité. Et la vérité, c'était toujours quelque chose de blessant. Clara passait beaucoup de temps à se justifier, à expliquer ses choix, à se défendre, et chaque fois, elle ressortait de ces conversations diminuées, fatiguée, avec le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Un jour, Clara a compris quelque chose. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de couper brutalement cette amitié, ni d'avoir une grande explication dramatique. Elle a simplement commencé à se taire sur les sujets qui la blessaient. Quand son amie critiquait, elle ne se justifiait plus. Elle disait simplement « Je comprends que tu vois les choses comme ça ». Et elle passait à autre chose. Elle ne se battait plus pour être approuvée. Elle ne quémandait plus la validation. Et progressivement, l'amie de Clara a perdu son emprise. Sans Clara qui réagissait, ses critiques tombaient à plat. Elle n'avait plus de cible. Et l'amitié, peu à peu, s'est transformée. Soit elle est devenue plus saine, soit elle s'est éteinte doucement, mais dans les deux cas, Clara a retrouvé sa paix. Ce que je trouve beau dans cette histoire, c'est que Clara n'a pas eu besoin de faire de mal à son amie. Elle ne l'a pas insultée. Elle ne l'a pas humiliée. Elle ne lui a pas rendu l'appareil. Elle a simplement cessé de participer à sa propre dévalorisation. Et c'est peut-être là le plus grand pouvoir du silence. Il vous permet de vous protéger sans devenir vous-même quelqu'un qui blesse. Vous sortez du jeu sans entrer dans la cruauté. Vous vous retirez avec dignité. La dignité. Voilà un mot que je voudrais poser au centre de notre conversation. Quand on nous blesse, il y a une tentation presque irrésistible de répondre sur le même terrain, de rendre coup pour coup, de faire à l'autre ce qu'il nous a fait. Et c'est compréhensible, c'est humain. Mais ce chemin-là nous transforme.
À force de combattre un dragon, on risque de devenir un dragon soi-même. Le silence digne, lui, nous permet de rester fidèles à qui nous sommes. Il nous permet de dire « Tu m'as blessé, mais je ne deviendrai pas comme toi. Je ne te répondrai pas avec ta cruauté. Je vais simplement me retirer et préserver ce qu'il y a de bon en moi. » Il y a une forme de noblesse dans cette posture. Non pas une noblesse arrogante qui regarderait l'autre de haut, une noblesse tranquille, intérieure, qui ne cherche pas à être vue. C'est la noblesse de celui qui a souffert mais qui refuse de laisser la souffrance dicter sa conduite. C'est la noblesse de celui qui choisit, même blessé, de rester un être de paix. Prenons encore un instant de respiration. Si vous le souhaitez, fermez les yeux quelques secondes. Pensez à une personne qui vous a blessé et essayez, juste pour un instant, non pas de lui pardonner si vous n'y êtes pas prêt, mais simplement de vous souhaiter à vous-même la paix. Dites-vous intérieurement, je mérite la paix, je mérite de ne plus porter ce poids. Répétez-le doucement. Vous méritez la paix. Quelle que soit votre histoire, quel que soit ce que l'on vous a fait, vous méritez la paix. Voilà. Rouvrez les yeux quand vous voulez. Reprenons. Je voudrais maintenant explorer une idée qui peut sembler paradoxale. Le silence comme cadeau. Cadeau pour qui? D'abord, comme nous l'avons vu, pour vous-même, mais aussi, parfois, et c'est plus surprenant, pour celui qui vous a blessé. Car en cessant de réagir, en cessant de nourrir le conflit, vous offrez à l'autre une chance, la chance de se retrouver face à lui-même, la chance peut-être de grandir. Bien sûr, l'autre ne saisira pas forcément cette chance, mais vous, en vous taisant, vous lui avez ouvert une porte. Vous n'avez pas verrouillé la relation dans l'affrontement permanent. Vous avez créé un espace, un silence, dans lequel quelque chose de nouveau peut éventuellement germer. Je connais l'histoire d'un couple, deux personnes qui s'aimaient, mais qui s'étaient enfermées dans un cycle de reproches mutuels. Chaque parole de l'un appelait une riposte de l'autre. Ils avaient raison, tous les deux, sur certains points, et tort, tous les deux, sur d'autres. Mais à force de se répondre, ils ne s'entendaient plus. Un jour, l'un des deux a décidé de ne plus riposter, non pas de se soumettre, mais de ne plus alimenter le feu. Quand l'autre lançait un reproche, il prenait un temps, respirait, et au lieu de contre-attaquer, il restait silencieux, ou disait simplement « je t'entends ». Au début, l'autre s'est énervé encore plus, déstabilisé par ce changement. Mais peu à peu, privé de l'adversaire qu'il connaissait, il a commencé à entendre ses propres paroles résonner dans le silence, et il a réalisé combien elles étaient dures. Le silence de l'un est devenu le miroir de l'autre, et leur relation, lentement, a commencé à se réparer. Je ne vous raconte pas ces histoires pour vous faire croire que tout finit toujours bien. La vie est plus compliquée que cela. Mais je vous les raconte pour vous montrer la diversité des effets que peut produire un silence choisi avec conscience. Parfois il sépare, parfois il rapproche, parfois il transforme l'autre, parfois il vous transforme vous seul. Mais dans tous les cas, il déplace quelque chose, il brise le cycle, il introduit du nouveau dans ce qui était figé. Permettez-moi maintenant de m'adresser plus directement à ceux d'entre vous qui souffrent encore beaucoup. Peut-être que ce que je dis vous semble loin de votre réalité. Peut-être que la blessure est trop fraîche, trop vive, et que l'idée même de paix vous paraît inaccessible. Si c'est votre cas, je veux que vous sachiez ceci. Il n'y a pas de calendrier pour la guérison. Personne ne peut vous dire combien de temps cela prendra, et personne n'a le droit de vous presser. Vous avez le droit de mettre le temps qu'il faut. Le silence dont je parle n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un chemin que l'on parcourt, parfois lentement, avec des hauts et des bas. Soyez patient avec vous-même. La patience envers soi-même est l'une des formes les plus pures de l'amour de soi. Et si, certains jours, vous n'arrivez pas à vous taire, si vous craquez, si vous reprenez le dialogue avec celui qui vous a blessé,
Ne vous jugez pas. Ce n'est pas un